pas au montage. Baptiste, merci Baptiste Delaporte d'être avec nous, je suis trop content. Merci aussi de le faire, là il est 16h, tu t'es tapé une journée en plus bi-quotidienne là depuis ce matin, 7h30, 8h vous y êtes. Donc c'est gentil d'accepter de prendre le temps. Ouais, bah écoute, merci à toi de la lumière que tu mets déjà sur le club et merci de me recevoir dans ton podcast du coup. Et ouais, me recevoir, c'est toi qui me reçois là, Ouais. C'est incroyable. J'ai pas l'impression d'être dans un club, j'ai l'impression d'être au bar du quartier là. Ouais. Pour remettre le contexte, on est dans la salle de vie du CO. Alors c'est dans des Algeco, mais c'est incroyable. Il y a de tout, il y a des écharpes de supporters de foot. On est assis sur des chaises où il y a le joueur Oyard Sabah de la Real Sociedad, Hakimi et tout. Enfin c'est incroyable, les trucs qui pendent au plafond, enfin une machine à café incroyable. C'est ça, ouais, c'est l'ambiance que les mecs ont voulu recréer et honnêtement, il y avait quelques sceptiques au début, mais au bout d'un mois ou deux, quand on a vu que tout le monde se réunissait autour de la machine à café, on a senti qu'il y avait quelque chose. Après, tu vois, t'as des trucs qui veulent rien dire, comme t'as des trucs qui veulent dire pas mal. Là, tu vois une photo de Josh et de Hibou. Là, depuis cette année, c'est ma contribution. Je vais préciser quand même, Josh, c'est José Raizuke, pardon, et Hibou, c'est Ibrahim Diallo. Les deux joueurs, Diarra, pardon. T'inquiète. Qui sont décédés, anciens joueurs du CO. Ouais, c'est ça. Et après, là, moi, depuis cette année, j'essaye de récupérer un peu des scalps, tu vois, de nos victoires à l'extérieur. Donc là, il y a La Rochelle. On a récupéré un petit, je crois que c'était le couvercle d'une poubelle recyclable. Et là, c'était sur une aire d'autoroute quand on a gagné Bayonne, où moi j'ai pris Pays Basque et je sais pas pourquoi Pop a pris Brésil au-dessus. Et du coup, on essaie de récupérer 2-3 trucs, un peu de nourrir l'équipe et la saison, quoi. Cette salle de vie, tu me disais, elle a été créée aussi par la sauce des joueurs que vous aviez créée à l'époque. Ouais, en fait, c'est un peu le renouveau de l'assaut des joueurs, quoi. Nous, on l'avait créé en 2018 après le titre, donc la saison 2018-2019, avec Antoine Tichy, Julien Dumora, Marco Rallier et moi-même, où du coup, on avait commencé à faire on appelait ça des soirées de l'Olympien. Donc, en fait, au stade, si tu veux, on a le stade et à côté, on a le chapiteau des supporters. Ouais. Et là, on faisait les soirées où nous, on servait. Tous les jours servait, on faisait la bringue avec les, ouais, c'était énorme. Incroyable. Les premières, c'était incroyable avec les supporters. Dans le but, si tu veux, de pouvoir récupérer une petite partie de la soirée pour pouvoir nous alimenter notre voyage de fin d'année. Ou les divers repas génial. Tu vois, de l'année. Donc vraiment un concept de rugby amateur complètement, quoi. Tu vois, comme le club de série qui veut partir à Lloret-Delmar et qui fait, tu vois, sa petite cagnotte pour faire son voyage de fin d'année. Donc voilà, ça a commencé comme ça, Covid, au retour du Covid, c'était un peu mollasson, et puis on a fait rentrer des nouveaux mecs dans l'équipe, dont, pour citer que, mais Adrien Séguré, Yann Pesson, Pierre Poplin, récemment là, Rémi Bagé, les anciens qui sont toujours là, donc Jojo Palis qui s'est remis fort, Antoine qui s'est remis fort, enfin, j'en oublie, mais beaucoup de monde qui est re-rentré dans l'assaut. Et du coup, on l'a fait sous une forme un peu sympa, où là, vraiment, on essaye de faire l'assaut la plus réelle possible en faisant des AG avec des élections chaque année, où vraiment les mecs se battent pour être soit au bureau, soit être président, quoi. Donc, tu vois, c'était Yann est parti, et il y a eu une élection avec du coup des gens qui se sont fait virer du bureau sans rien demander, et un nouveau président qui cette année est Rémi Bagé. Et la grande fierté qu'on a, c'est que au dernier voyage de fin d'année qui était l'an dernier, on était plus de 20 joueurs à partir ensemble en voyage de fin d'année, ce qui pour en tout cas à Castres, je sais pas comment ça se passe dans les autres clubs, mais nous à Castres, c'est vraiment notre record de participation dans le monde pro, parce que tu vois, on est quand même toutes les semaines ensemble, etc. Et tu comprends que voilà, quand t'as une semaine off, tout le monde aime bien partir et retrouver un peu son cocon personnel, ça s'entend très bien. Mais non, nous, on a décidé à la fin de saison de partir 3-4 jours ensemble et après partir en vacances en famille. C'est exactement l'esprit amateur, tu vois. Ouais, totalement. C'est complètement ça. Et tu vois, c'est marrant, on parlait avec Clément, c'est le médecin, j'ai Jonathan, peut-être le kiné. Le kiné, ouais. Qui nous expliquait que la ville vivait au rythme et que lui, quand il allait chercher ses gamins à la crèche, qui venait de faire un bon match, on lui en parlait, que la banquière, elle voyait en fonction de ses clients le lundi, s'ils étaient en mode good ou en bad mood. Enfin, tu vois, c'est ultra intéressant. Et là,
tu comprends pourquoi, parce qu'il y a ce lien avec les joueurs qui vont servir des bières aux supporters, mais de manière spontanée, tu vois. C'est pas dans un truc, bon, les mecs, vous devez faire une activation avec le club, vous devez vous présenter entre 20h et 20h30. Complètement. Nous, c'était vraiment de nous, quoi. C'est spontané, c'est parce que t'as envie, c'est parce que, enfin, je trouve ça assez incroyable dans le monde pro. Ouais. Après, moi, c'est un peu dur de te dire parce que j'ai connu que ça. Mais c'est dommage que vous venez en semaine en plus et où il n'y a pas match parce que tu verrais en fait l'effervescence du match et à l'issue du match, si le résultat est positif pour nous, si on gagne, tu verrais vraiment les castrés faire la fête, quoi. Enfin, c'est fou à dire, mais la ville se vide le temps du match, il y a le match et on gagne, les gens reviennent en ville et là c'est la bringue, quoi. Donc c'est ouf, c'est ouf de voir comment c'est corrélé, les émotions qu'on peut transmettre, tu peux vraiment le sentir, quoi. Ce qui est peut-être différent dans un gros club, tu vois, où tu as forcément plus de monde dans la ville, donc moins de connexion, tu vois, avec les gens qui viennent au stade, quoi. Je vais te dire, avant on a fait, et c'est sans comparer, c'est juste différent, Montpellier, le Racing, chez qui on a fait le Tour de France des clubs aussi, qui gagnent ou qui perdent, ça n'a aucun impact les joueurs sur leur quotidien, avec les gens qui fréquentent dans la ville, avec littéralement, tu vois. C'est pas bien ou pas bien, c'est une réalité concrète, tu vois, que là, vous, c'est lié concrètement et directement. Ouais, complètement. Génial. On va revenir sur toi, Baptiste. C'était une sacrée intro. On l'a dit un petit peu en filigrane, t'es un Tarnais, même si je crois que t'es né en Martinique. Ouais. C'est ça? Petit accident de parcours. C'est quoi, c'est un père militaire ou un truc comme ça? C'est exactement ça. Un père militaire, une mère qui bossait dans les golfs, et du coup, ils se sont retrouvés là-bas. Après, on est rentrés. Okay. C'est ma mère qui dit ici, en fait. Ah oui, ok. Et donc, du coup, par contre, Tarnais pur et dur, OCO depuis que j'ai 12 ans, donc je sais pas. Ouais, ça fait un petit moment. T'es à quelle année, toi? 28, donc je suis 97. Je sais pas, je te laisse faire les calculs, je suis pas très bon. Ouais, enfin, ça fait longtemps. 2009? C'est ça? 2009? Attends, je pense que je l'ai même 2011, 14 ans. Ouais, 14 ans. Ouais, ils se sont trompés. Parce que je pense que ça devait être la fois où je suis rentré dans les papiers, officiellement, mais avant, t'es à minime et tout. Non, je suis arrivé, en fait, si tu veux, j'étais à La Bruyère. Ouais. Je suis rentré au collège. Un petit village en périph' de Castres. Pas très loin, ouais. En fait, c'est comme si j'étais à Castres, mais j'étais à La Bruyère. Je suis passé de la primaire au collège. Et en fait, dans le collège où je suis passé, il y avait que des mecs de Soragout. Donc, il y a un autre club du coin qui est Soile. Du coup, t'arrives, en fait, tous mes potes étaient à Soile. Du coup, je vais à Soile. J'ai fait un an à Soile et après, je suis allé avec mes potes de Soile qui étaient sélectionnés au CO. Je suis allé avec eux. En fait, j'ai fait le petit train-train, le chemin des clubs, tu vois. J'ai fait La Bruyère, Soile et Castres, en fait. Et t'arrives à Castres dans l'idée d'être avec les potes et de t'amuser? Totalement. Ou dans l'idée, dans un coin de ta tête, de performer et de devenir pro et de jouer pour le CO? Ça, c'est arrivé très vite quand même après, mais ma première intention, c'était suivre mon pote, en fait. J'étais avec un pote qui s'appelait Nico Lecoq et que j'ai rencontré à Soragout, et en fait, on avait été tous les deux en sélection du Tarn. Et bon, les premiers repérages, tu vois, qui sont pas qui est maintenant avec nous tout le système de 100% région, tout ce qui se passe autour du club, mais nous avait dit si vous voulez jouer au CO, venez et tout. Et on était venus à deux, on s'arrangeait, tu vois, avec un coup, parents, c'est ça. En fait, c'était plus un truc de dire ok, on peut y aller, on y va, on le fait ensemble, on connaît quelqu'un au moins et on joue. Et en fait, on s'est fait très vite des potes. Et après, tu passes vite, tu vois, tu fais minime, tu passes vite en cadet, et après, tu as vraiment la compétition qui commence à arriver. Et après, voilà, c'est arrivé vite. Et comment tu l'as fait, cette transition, sans faire année par année, mais minime, cadet, tu vois, championnat Crabos, après, tout ça, ça s'est très vite toujours bien passé, toujours à peu près titulaire. Je crois que tu récupères très rapidement le capitana dans les équipes où tu as été. Ouais. C'est quoi? C'est une montée en gamme classique, presque sans... Ouais, en fait, c'est aller, je sais pas, en fait, tu vois, moi, je me souviens que les gros stress quand j'étais jeune, c'était de savoir si on allait être pris en sélection départementale, régionale et tout. Donc, ouais, les petits moments, tu vois, de compète à ce moment-là, mais en fait, j'ai toujours été plus ou moins sélectionné dans ces petites sélections-là, où on avait des générations incroyables. Moi, tu vois, ma génération, où on était avec Toulouse, tu vois, sur les sélections régionales, il y avait Rémi Bagé qui est maintenant ici, il y avait Beato Movaca, Célevasio Tolofua, Florent Verhaeghe, devant, t'avais Greg Aldrit après quand on faisait intersecteur, qui était en fait deux régions, tu vois, c'était... Honnêtement, il y avait du monde, quoi, tu vois, et on n'a rien gagné. On n'a rien gagné, ce qui est encore m'étonne. On en reparle encore, Rémi, c'est impossible. On n'a rien gagné avec cette génération. Les mecs, ils sont tous pros maintenant, donc c'est bizarre. Et du coup, ouais, non, en fait, je pense que c'était ça mes principaux stress, tu vois, quand j'étais jeune, mais on avait plutôt des bonnes générations au CO.
ça se passait bien. Et après non, sur le déroulé, moi, je suis passé de cadet à deuxième année à Krabos deuxième année parce qu'il y avait eu un truc d'âge, ce qui se fait beaucoup encore, enfin là dans les années précédentes où voilà ils te cut des années pour aller plus vite vers le parcours pro quoi. Et du coup là en Krabos ça s'est un peu accéléré. Je suis rentré au centre de formation vers ma milieu d'année Krabos, tu vois, donc j'avais 17 ans, assez tôt. Un centre de formation qui n'était pas ce qui est maintenant. C'était Cédric qui venait de prendre les manettes, que je sais pas si tu as rencontré, Cédric Jalabert, qui est le patron du CDF actuel, oui, je l'ai vu. Qui était déjà le patron du CDF avant, et on n'avait pas d'infrastructure, donc moi mon tout premier entraînement au centre de formation, on l'a fait à la muscu du stade Pierre Fabre, mais qui avant était Pierre-Antoine, avec là c'était old school, là t'avais les poiriers, des machines que l'armée, tu verrais, en vrai des machines que tu verrais même plus là, des développés nuques. C'est des machines à développer nuques, les mecs et les anciens ils faisaient que ça, développer nu, coucher. Après c'était costaud, mais bon maintenant t'as aucune salle de pro où tu vois des trucs comme ça. Non ouais, c'était des muscles costaud en une dimension. Ouais, c'est ça. C'était des muscles un peu rustres. Et ça a vite évolué, donc on n'avait toujours pas les infrastructures, mais on s'est quand même on a essayé de se staffer assez vite en termes de coaching quoi, et on faisait du coup la muscu au 8e RPIMA, nous très tôt le matin, donc on pointait devant la grille du 8e RPIMA avec nos cartes d'identité pour pouvoir rentrer dans l'enceinte. On faisait la muscu chez eux. Le 8e RPIMA, qui est le régiment, un des régiments les plus réputés de parachutistes de France, il me semble. C'est un des plus, des mieux classés. Je sais pas comment tu dis, mais les plus craints, quoi, peut-être, je sais pas. Et en fait, ils ont une salle de muscu à l'intérieur, et nous, du coup, ils nous prêtaient les installations au centre de formation. On allait faire la muscu chez eux. Et en suivant, on allait s'entraîner à la board, donc on venait tous avec des voitures forcément de centre de formation, donc on arrivait, nos voitures dégueulasses à 5 dans la bagnole, tous serrés, t'avais des odeurs le matin, là c'était pas mal. Et on pointait, on faisait nos muscu, après on partait faire notre TI ou quoi que ce soit le matin, et l'après-midi on allait en cours, on s'organisait un peu, c'était très artisanal quoi, comme mode de fonctionnement. Mais écoute, sur ces années-là, on a sorti quand même pas mal de mecs. Quand t'es à ce moment-là, un seul objectif, c'était d'intégrer le CO, l'équipe pro, et là, ça y est, dès que je rentre au centre de formation, je bascule complètement. En fait, je vois l'opportunité là, vraiment, j'entrevois l'opportunité de quelque chose qui me fait rêver, quoi. Et moi, c'est toujours bien passé à l'école aussi à côté. Donc, j'avais toujours, tu vois, de me dire, OK, je peux réussir sur la voie scolaire et réussir sur la voie sportive. Mais la voie sportive, elle t'offre quand même des réussites beaucoup plus rapides et beaucoup plus grandes que ce que tu peux avoir sur la voie scolaire, quoi. Donc, voilà, moi, j'avais envie de réussir, quoi, tout simplement. C'est pas... comme tous les gamins, tu vois, je sais pas, moi j'ai eu de la chance que ça soit en étant sportif professionnel, mais je pense que ma volonté de base, c'était de réussir. Quel domaine, quel truc, à la limite, peu m'importe, mais ça a été le sport, j'ai vu l'opportunité, j'ai plongé dedans. Ouais, ça va aussi avec ton profil de joueur, j'ai envie de dire, tu vois, tu vois ce que je veux dire, t'es un besogneux, plaqueur-gratteur, avec un gros volume, etc. Ouais. Tu sens que t'as pas sans aucune t'as pas forcément de X factor, tu vois, le truc où tu traverses le terrain avec des mains de dingue, etc. C'est sûr. Par contre, un énorme volume, on en reviendra après sur les statistiques quand on parlera un peu de skills en termes de plaquage, c'est assez ouf. Ouais, c'est pas des skills visibles, quoi. C'est ça. Beaucoup de travail. Tu peux pas te faire lever de la chaise, mais potentiellement je peux te faire gagner un match. Sur un tube. Sur un tube, tu peux me faire lever quand même. En tout cas, moi, ça me fait lever, tu vois. J'aime bien tout ce qui est détail caché, travail de l'ombre, tu vois. Et j'avais fait un épisode avec Flo Van Verberg, qui est aussi en termes de travail de l'ombre et de volume très costaud. Moi, j'adore. C'est sûr que le grand public le voit pas forcément. J'adore le mec en plus. C'est ça. Super mec. Et tout le monde, tu vois, là, va parler de Botitou, de Chabouni, et ils ont raison, tu vois, et de Santi, etc., parce que c'est des X-Factor, ils mettent des stats, etc. Honnêtement, nous, ça nous va. Ouais, mais moi, je préfère. Bien sûr. Et tu vois, James, là, Jules Moura, il me disait, voilà, nous, d'abord, c'est le collectif, c'est le travail de l'ombre, c'est ça. Et là, seulement, dans ce contexte-là, ça permet à des individualités de performer. Je trouve ça très vrai, tu vois. Et je trouve que t'en es un bon exemple. C'est quand que tu fais la bascule? Je crois que c'est l'année du titre où tu commences à matcher, non? Avec Christophe Furios, 2017-2018, c'est ça? C'est ça. En fait, l'année d'avant, je m'entraîne quotidiennement avec les pros. Okay. Donc 2016-2017. Ouais. Avec mon compère Yo Tanga. On était beaucoup tous les deux à monter, en fait.
Ah ouais, Yann Tonga, il était T'étais pas au jus? Ouais, non, si, on était en espoir ensemble et tout. C'est pour ça que je te dis qu'on a eu, à l'époque de centre de formation, on a eu beaucoup de mecs qui sont sortis. Il y avait Jérém, Fernandez qui est maintenant avec nous. T'avais quelques mecs qui ont matché pour le Sozaré, mais que maintenant, il est dans il y a pas mal de mecs qui sont sortis, dont Yotanga aussi. À l'époque, on est tous les deux. Après, l'année du titre, du coup, lui part à Agen. Moi, je signe ici. Et du coup, je fais une dizaine de matchs l'année du titre, dont un match à La Rochelle qui nous permet, en fait, de nous qualifier. Incroyable, quoi. On perd à la maison contre Pau. Et on gagne à La Rochelle. Et si, en fait, on avait gagné à la maison contre Pau, mais perdu à La Rochelle, on passait pas parce que t'avais pas fait. On se qualifie 6e. Un truc de fou, quoi. Oui, ça doit être l'avant-dernier match de la saison, un truc comme ça. Un truc de fou. Et on gagne à La Rochelle. Et après, on reçoit, je crois, on va à Toulon, on prend une branlée. Et après, on reçoit Oyo, on met bonus offensif, on est qualifié. Et après, le reste, vous connaissez. Et donc, ouais, ça, c'est ma première année. Après, l'année d'après, ça enchaîne bien. Je fais une vingtaine de matchs. Et après, c'est. Voilà, c'était parti, quoi. Ouais. Comment tu l'as trouvé, cette bascule espoir pro, quand tu as commencé à goûter aux entraînements avec les pros, quand tu as commencé à faire peut-être tes tout premiers matchs, tu t'es dit, voilà, il y a un monde quand même, et waouh, je suis pas au niveau, il va vraiment falloir que je bosse là-dessus. Il y a des trucs assez criants, ou la transition, elle s'est faite de manière assez smooth, et t'as pris ton gap, tu vois, t'as réduit le gap à l'entraînement, je sais pas comment tu l'as ressenti. En fait, on a eu vraiment une grosse phase d'adaptation, je dis parce que j'étais avec Yo tout le temps, mais on a eu une grosse phase d'adaptation où, en fait, vraiment, nous, on a fait un an où on était pro, mais en jouant avec les espoirs le week-end. Et avec un système qui n'était pas celui d'aujourd'hui, où vraiment tout est calibré aujourd'hui, nous, à l'époque, ça nous arrivait de nous entraîner avec les pros, le soir de s'entraîner avec les espoirs et de jouer le week-end. Donc, c'était un truc très énergivore, à la fois tellement formateur, quoi. Enfin, nous, on a bouffé le double d'heures d'entraînement que plein d'espoir à notre âge-là. Tu faisais genre ta journée 8h, disons 8h, 13, 14h, tu fais une journée en continu. C'est ça. Tu rentrais chez toi, tu faisais une sieste. Ouais, même pas, je rentrais ou je restais là. Et à 17h, ça repartait. 18h, tu repartais. Et nous, on avait, en plus en espoir, on avait José Diaz, qui est un ancien du club, et qui nous a énormément formés sur des répétitions, tout ce qui est jeu d'avant. Donc, mêlée, touche, et du coup, en parallèle du coup de mon année où on jouait pas en pro, mais où on s'entraînait tous les jours. Donc sur cet aspect-là, quand je suis arrivé à matcher la première fois, sur les bases du poste, quoi, entre guillemets, je me sentais plus ou moins à niveau, quoi. Mais après, qualité physique, répétition des forces, qui est a priori mon point fort, quoi, tu vois. Tu sens que ça va beaucoup plus vite, que ça tape beaucoup plus fort. Tu sens que si tu veux être mieux que neutre, il faut que tu fasses beaucoup plus ou que tu donnes plus que sur un match espoir, forcément. Ouais. Puis ça tapait, quoi. Enfin, nous, les gabarits, ça commençait déjà à changer. Moi, à mon époque, en espoir, les premières années, tu avais encore des pros qui pouvaient redescendre, de blessures. Ouais. Sur ma 2e ou 3e année, ça commençait déjà à se terminer. Donc les gabarits commençaient un peu à baisser. Et en pro, ça arrêtait pas d'augmenter, quoi. Donc sur les chocs, c'était quelque chose. Mais en fait, j'ai toujours trouvé ça excitant, quoi. Alors, on avait vraiment un système en pro à ce moment-là, avec les coachs et tout, qui était très huilé, et où tu savais exactement où t'en étais, avec des retours réguliers. On avait un coach des avants qui était Joe Worsley. Ouais, sûr. Joe Elabd, excuse-moi. Okay. Joe Worsley, on l'a eu après, mais on avait Joe Elabd qui était notre entraîneur de devant. Qui est devenu ensuite un membre du staff de l'équipe d'Angleterre. C'est ça. Ouais, et qui était, pour nous, les jeunes, en plus, Joe, quand il jouait, c'était un 3e ligne plaqueur-gratteur. Moi, je suis un 3e ligne plaqueur-gratteur. En fait, je bossais énormément avec lui, mais je pense que je me suis autant régalé qu'il s'est régalé, et on bossait fort ensemble, et on arrivait il m'a fait énormément progresser, quoi. Et puis à l'intérieur de ça, il y avait aussi des joueurs, Anto Gelon, Mathieu Babillot, je veux dire, parce que la concurrence était rude en 3e ligne. Rien que pour citer que, mais t'avais Mama Vaipoulou, Alex Toulou, Alex Bias, il y avait du monde, hein. Ouais, il y avait vraiment du monde. Mais c'était hyper excitant, parce que du coup, le but, c'était déjà d'être meilleur qu'eux à l'entraînement. Et une fois que tu étais meilleur qu'à l'entraînement, c'est essayer d'être meilleur qu'un match. Mais franchement, c'était tout un système, une atmosphère qui était vraiment propice au développement, quoi. Ouais, c'est marrant, tu vois, parce que finalement, c'est assez constant. Tu t'es jamais dit,
ouais, c'est trop loin, j'arriverai pas à l'accrocher, ou ouais, je suis trop loin. T'étais à chaque fois pas très loin, et puis t'as augmenté à chaque fois ton niveau. C'est ça. C'est hyper intéressant. Parce que tu vois, je pense à Lenny Nouchi, avec qui on a enregistré à Montpellier, et lui il nous dit ouais, je marchais sur tout le monde en espoir, et là je reviens, j'ai l'impression d'être solide et tout. Premier impact, je me prends un cul plein milieu de terrain. Je sais pas si c'était Joe Danty ou un truc comme ça. Et il traverse et je me fais ah oui, en fait il y a vraiment un monde, ça va plus vite, ça va plus fort. Moi j'ai pris 2-3 secoués aussi ma première année. Je me souviens, il doit y avoir, je te dis ça, pareil, la vidéo elle va repasser dans 2 semaines. Mais j'avais pris un espèce de raffut par Colin Slade, match à Pau à la maison qu'on perd, celui que je te raconte là. Mais il me décolle les pieds et tout. Marque l'essai, 10 minutes après fin du match, on avait perdu sur ça. Ça m'était jamais arrivé à l'espoir, tu vois. Mais ouais, aussi t'as 2-3 mecs qui surprennent. Mais bon. Si tu passes jamais par là, c'est cool. Mais si tu vois, ça te permet de te former bien aussi, de pas te faire reprendre sur les matchs d'après, quoi. Bien sûr. On fait un peu une avancée de la saison d'après, du coup, après le titre, où tu as gratté quelques matchs là. Par contre, tu joues vraiment, tu matches. Ouais. Pas mal. Est-ce que c'est là où Anto Gelon il part au Stade Toulousain ? C'est ça aussi qui t'ouvre la porte, ou c'est encore après ? Encore après. Ouais. Ok. Comment tu arrives à faire ta place vraiment là, plus comme un petit jeune qui. Parce que je trouve que ça, c'est la deuxième bascule à faire, qui est parfois difficile. Passer d'espoir à pro, et ensuite être dans. Vraiment, tu vois, au sein de l'équipe, pas en tant que leader, etc., mais un vrai membre à part entière. Ce gap, il a été facile à faire parce que finalement, tu le fais l'année d'après, quoi. En fait, je sais pas trop. J'étais vraiment concentré sur moi, sur ma perf, et j'ai essayé de faire le meilleur. Fait les meilleurs matchs possibles quand j'ai eu l'opportunité, et ça a commencé dès le premier match de la saison, parce qu'en fait on joue à Montpellier, donc on venait de gagner Montpellier en finale, et le premier match de la saison on joue à Montpellier, et ce match on le gagne à Montpellier, et t'es titulaire et je fais plutôt un bon match. Ouais, t'avais fait une belle pré-saison, il t'avait récompensé avec la titule. Voilà, et du coup je pense que il m'avait donné quelques matchs l'année d'avant, Christophe, et je pense que Stan, il me faisait un peu plus confiance en début de saison, c'est bien passé. Après il t'a donné l'opportunité, t'as répondu présent. Après, je pense que foncièrement, et notamment à notre poste en troisième ligne, c'est un poste d'énergie, tu vois, c'est un poste notamment à mon profil, quoi, tu vois, et de performance, quoi. J'ai envie de te dire un peu comme tous les postes, mais on n'est pas des mecs qui dirigent le jeu. On n'est pas des mecs, moi demain, tu me changes, tu mets un autre mec, est-ce que le spectateur lambda va voir la différence ? Je sais pas. Mais c'est un poste où tu peux pas être à 80-70%. Il faut toujours que tu plafonnes ou que tu surperformes si tu veux vraiment créer ta place dans l'équipe. Tu vois. Complètement. Et vraiment cette année-là, j'ai essayé, encore maintenant, mais c'est la première année réellement où je me concentrerai sur ma performance, où j'essayais d'apporter le maximum à l'équipe, et écoute, ça s'est plutôt bien enchaîné, a priori. Plutôt bien, ouais. Tu t'enchaînes beaucoup de matchs en 2018, 2019. 2020, t'es même appelé dans le groupe élargi de l'équipe de France pour préparer l'Italie. C'était une 6 nations, je sais plus quel match. Quand ils élargissent un peu sur les semaines pour préparer avant de réduire. Ouais, c'est ça. Donc t'as un petit peu goûté à ça, t'avais pas trop goûté à ça en sélection, tu me parlais de sélection régionale, départementale. Ouais, non. Mais par contre, pas non plus top 100, équipe de France et tout. Non, j'avais fait les trucs top 100, mais j'avais fait une mauvaise sélection, je crois, en moins de 17, où oui, un mec qui se pète, du coup je rentre, enfin j'étais jamais trop dans le groupe, en fait, par opportunité j'y rentre, je fais mon match et je ressors, et après non, moins 18, moins 19, moins de 20, j'ai jamais été appelé. Dans le mauvais club aussi. Non, je sais pas, mais je pense que j'avais un profil, moi à mon année, tu vois, Peato, il jouait troisième ligne et ils l'ont fait passer talonneur. En fait, on était ces années-là où t'avais pas mal d'archétypes, je pense, physiques, et si tu faisais telle taille, tel poids, il te conseillait plus de passer sur un autre poste, et si jamais tu passais pas sur un autre poste, potentiellement tu rentrais pas dans les clous, quoi, tu vois. D'accord. Donc je sais que Péat, était passé talon, je sais que Célé, Tolofoua était passé centre. Enfin, il y avait eu du mouvement, et moi il m'avait demandé de passer talon. J'avais essayé un peu, au final j'avais dit non, je reste troisième ligne, quoi, et j'avais pas été appelé pour la suite, mais mentalement, je préférais être... parce qu'il y avait les pôles espoirs aussi, moi, à mon année, qui étaient à Marcoussis. Je préférais être dans mon club, au centre de formation, au contact de l'équipe professionnelle, plutôt que de faire les allers-retours Marcoussis, tu vois, faire les débuts de semaine, revenir. J'étais forcément un peu déçu de ne pas y être, mais à la fois, je me disais, un vrai meilleur spot pour...
si tu veux être pro dans ton club, et venir gratter, il vaut mieux être au club, quoi, tu vois. Tous les jours là, bien sûr. Ouais. Bien sûr, un mec qui se pète le matin. C'est ça, t'arrives, t'entraînes l'après-midi, c'est comme ça que tu commences à rentrer déjà à l'entraînement et après potentiellement après une certaine rotation, bien quoi. Sûr. De goûter même de loin, de vivre quand même cette prépa équipe de France, etc. Ça te Parce que là, du coup, c'est vraiment sur une montée comme ça. Là, tu goûtes, t'as envie d'en reprendre, ou tu te dis, bon, le niveau international, c'est encore un step au-dessus, il manque des choses. Comment tu la vis? Mais tu peux te douter que forcément, non, ça donne envie. Ça donne envie beaucoup. Et je crois que c'est l'année Covid. Attends, peut-être pas. Il y a un truc en fait 2020, donc il y a un truc où ça s'arrête. Deuxième en fait. Covid, peut-être. Je crois qu'en fait, ça s'arrête et on fait un match. Il y a encore un match, tu sais, au retour du Covid, ou je sais plus. Donc en fait, j'ai pas vécu beaucoup de semaines là-bas. J'ai vécu, je crois que j'ai préparé 2 matchs avec eux. Et non, j'ai trouvé ça génial. Honnêtement, la qualité du coaching, qualité des détails. Moi, c'était vraiment la vision du rugby d'élite, quoi, tu vois, que j'avais. Et où il parlait vraiment. Mais où Fabien parlait c'était les mappings, tu sais, le kicking game, tout ça. Donc nous on était beaucoup dans ça avec Christophe. Oui, très process, très stat. Mais là c'était poussé à des levels où tu te dis ok, nous avec Christophe on était très poussé. T'arrives là et tu dis ah ouais en fait il y a plus haut que ça. Ouais. j'ai fait un podcast avec Jérémy Cheradam qui est, je sais pas si tu vois, chauve de staff dans l'équipe de France, qui est data scientist de l'équipe de France. Et épisode 2, tu vois, les mecs, font des trucs avec des algorithmes, des stats prédictives, c'est zinzin. On trouvait ça. Enfin, nous à Castres, moi je te dis jeune, j'avais connu que ça parce que il y avait que Christophe, quoi. Ouais. On avait des stats, je crois, sur l'efficacité du jeu au pied. En mode, si on a un jeu au pied efficace à plus de 85%, on gagne plus de 90% des matchs, tu vois. Et en fait, on avait basé quasi notre jeu beaucoup autour de ça, tu vois. Incroyable cette stat. J'ai plus exactement la stat, mais c'était un truc du genre, tu vois. Et ce qui était énorme, c'est que on avait des retours aussi à l'entraînement. Donc, on avait toutes nos stats de lift. Donc, moi, j'avais ma colonne entraînement avant. Lift, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon, saut, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon, et ça pour chaque truc, franchement les Vidas ils faisaient un boulot de zinzin pour chaque opposant de l'équipe adverse qui arrivait le week-end après. Et pour chaque entraînement de ta semaine. Donc en fait t'avais tout le détail de l'équipe adverse, mais t'avais le détail de tous tes entraînements. Et pour un jeune, c'est incroyable, parce qu'en fait, tu sais exactement les attendus. Il n'y a rien de pire quand t'es jeune, quand tu sais pas trop ce qui se passe, et puis ça va vite, et qu'est-ce que je dois faire cette séquence, j'ai pas tout compris, et du coup, tu chipotes ton ballon. Exactement. Bien sûr. Et du coup, donc moi, je sortais de ça, là, moi, quand je monte en équipe de France, c'était Mauricio, et qui était ici à la tête. Et qui avait un système un peu différent, et en fait, moi, du coup, quand je monte à Marcoussis, que je vois un peu le système mis en place, je me retrouve totalement dans ce qu'on faisait au début de ma carrière, tout début, et à un level incroyable. Du coup, en fait, ça m'a énormément éveillé ma curiosité, tu vois, sur le rugby, et ça m'a donné envie et forcément d'y revenir. Ouais, complètement. T'enchaînes là, toi, t'es vraiment dans le cycle, t'as à peu près, grosso modo, plus de 20 matchs de manière annuelle depuis 2018, tous les ans, donc c'est quasiment 8 ans. Donc c'est vraiment une régularité qui est assez forte, tu vois. T'es vraiment un maillon, sans être très visible, t'as un maillon vraiment régulier et tu fais partie des meubles de cet effectif du CO. L'année 2022, si on avance un petit peu, Pierre-Henri Broncan, année de dingue, quand même. De fou. Tu parlais de QI rugby et d'éveiller les trucs. Je crois que c'était l'épisode où j'ai fait avec Flo Van Der Berg, c'était un peu dans ce moment-là. C'était juste après. Et que ce soit sur le défensif, offensif, j'ai l'impression qu'il a fait évoluer un peu même le jeu, la mentalité du CO. Tu vois, après Christophe Furios, c'est les travailleurs de la vie, complètement. C'était très quand même efficace, on peut dire, un peu même simple. Tu vois, mais ça marchait bien. Là, ça a remis du jeu. Et là, avec Xavier Sadrouni, ça prend encore une autre dimension. Comment tu l'as vécu cette finale? 3 questions, t'es prêt? Comment tu l'as vécu cette saison avec PHB, avec Pierre-Henri Broncan? Comment tu l'as vécu cette finale là, frustrante là, où franchement vous êtes incroyable sur toute la saison, vous êtes premier, on se dit et vous craquez complètement en finale. Et après, on reviendra sur la 3e question qui est quelques mois après, en fait, il prend la porte, quoi. Donc c'est cette espèce de rapidité du haut niveau
Vas-y, t'as une heure. Non. Déjà, il arrive sur pas une genre de fin de cycle, mais tu vois, il arrive la fin de Mauricio, il doit reprendre le truc, donc je crois que c'est en plus, non, c'était pas sa première fois manager, peut-être en top 14 aussi. Peut-être oui, parce qu'il était adjoint à Toulouse. Ouais, mais enfin bref, il revient dans une équipe qui est en train de perdre, quoi, tu vois, sur un mauvais cycle et tout. Et la première année où il reprend à mi-saison, quoi, il redresse quand même assez fort la barre, quoi. Et après, la saison d'après, en fait, dans la continuité de la fin de saison d'avant, tout s'enchaîne assez fort. Donc, ta première question, c'était quoi? Comment j'ai vécu la saison? Ouais, cette saison-là. Ouais, ouf. Il y avait, honnêtement, un peu dans ce que je te disais de la fois où je suis monté en équipe de France sur la curiosité rugby, quoi. Et il te fait voir, en tout cas sur la forme, sur les formes de jeu, sur le pourquoi on fait ça, sur qu'est-ce qui met en difficulté l'adversaire. En fait, il te fait complètement retourner ton angle de vue et pas sur ce que tu fais, mais sur ce que ça produit sur l'adversaire. Exactement. Ouais. Et en gros, si ok, on peut jouer comme ça. Mais aussi, on peut le faire de cette manière-là, et du coup, on prend moins de risques, et on le met plus sous pression. Enfin, honnêtement, c'était hyper intéressant, ces manières de voir le jeu. Et notamment, il a apporté beaucoup de nouveautés, donc les pénalités jouées à 5 mètres à la main. Je pense qu'on a été les premiers à le faire en top 14. Tu vois, moi, je les avais vus un peu en Super Rugby, tu vois. Ouais. Après, honnêtement, je pense que c'est un des mecs que j'ai vu le plus passionné de rugby. Et ça aussi, en vrai, quand t'es joueur, bosser avec un mec passionné, c'est tellement important, quoi. Tu vois, pour nous, nous de base, c'est quand même une passion. Et de ressentir ta passion avec un mec en face qui est aussi passionné, je trouve que ça tire vraiment ton niveau. Tu parles le même langage, en tout cas sur l'envie de faire, quoi, tu vois. Xavier Sadourny, on a fait un podcast avec lui à midi là, et il nous a dit j'adore cette phrase, pour entraîner, il faut être entraînant. Ouais, je veux dire, c'est vraiment cette idée de dire embarque avec toi. Être passionné, tu vois, je pense que Xavier, c'est pareil que Pierre-Henri, il doit regarder je sais pas combien de matchs par semaine, mais les mecs, ils font que ça. Regarder match, ils analysent. Tu vois, il a déjà regardé les 5 derniers matchs de La Rochelle. Là, c'est ouf, je trouve ça ouf, mais à la fois, j'ai envie de bosser avec des mecs comme ça. Et honnêtement, après, moi, personnellement, ça arrivait à un moment où, en fait, sur la fin 2022, on performait comme des fous, mais j'étais rentré dans un rôle plus de remplaçant et j'étais rentré dans une forme de frustration parce que, si tu veux, à la fin de la saison, souvent l'équipe se ferme et chacun garde plus ou moins son rôle dans l'équipe. Les rôles ils sont établis. Voilà, moi j'avais pas forcément le recul que j'ai maintenant, quoi, tu vois. Et du coup, voilà, on avait fait quelques entretiens où on avait discuté, lui et moi, et il avait son avis que je respecte à 100%, mais j'avais aussi le mien, mais on avait continué comme ça, et de manière très cordiale, et ça s'était très bien passé jusqu'à la fin de saison. Et forcément, du coup, quand on arrive à cette finale où on a fait une saison incroyable, on fait une demi-finale incroyable où on gagne contre Toulouse à Nice. Et voilà, le jour de la finale où voilà, bon, c'est pas des excuses, mais je sais pas, maintenant avec le recul, je me dis putain, il y avait rien avec nous, quoi. On avait pris un hôtel qui était assez loin du stade. Je sais pas ce qu'on branle, on arrive à la Bourre au Stade de France. Nos familles arrivent à la Bourre au Stade de France, donc en fait on doit se strapper, s'habiller en 2-2, sortir pour l'échauffement, regarder les tribunes, pas nos familles. Tu cherches ce qu'ils sont où, qu'est-ce qui branle et tout. Tu vas ton téléphone vite fait, bien sûr. C'est bizarre. Le match arrive, moi j'étais remplaçant et on prend 20 points en 17-0 en 12 minutes. Ouais. Tu vois, et ça fait 20 au bout de la 20e, un truc comme ça. On dirait le match de Bordeaux de week-end. Non, mais ça va très très vite et t'arrives à la mi-temps, je crois qu'il y a plus 20 pour eux. Ouais, c'est terminé. Et en fait, ouais, les mecs qui étaient sur le terrain, je sais pas comment ils ressentaient, mais nous de dehors, tu te dis, attends, on doit remonter 20 points en finale. De 1, il te faut tout.
Et même s'il te faut tout, il faut que tu sois quand même très très bon sur le terrain. Et MHR, ça produisait pas le plus beau jeu, mais c'était solide défensivement, ça bougeait pas, hyper efficace, donc c'était pas. Et le fait est quand même que les changements se font assez vite, on rentre, il me semble qu'on tombe 3 ou 4 fois dans l'embut, on se fait refuser 3 essais. Donc en fait, voilà, tu vois, c'était une journée où, je sais pas, c'est pas un truc palpable, c'est peut-être débile, c'est rien, s'il faut, on aurait gagné, je t'aurais dit, il pouvait. Tu vois, on a eu toutes ces merdes et en fait, il pouvait rien nous arriver parce qu'on était sûr de gagner, mais je sais pas, on fait des erreurs qu'on fait pas d'habitude. Je me souviens, voilà, qu'il y a des ballons, en fait, qu'on relance, toute la saison, on n'avait jamais relancé, qu'en fait, on relance, on se fait contrer, essai. Enfin, plein de petits trucs qui allaient pas dans notre sens. Et, vrai débat. J'ai l'impression que c'est passé comme ça, quoi. Vrai débat, tu vois, parce que, comme si tu n'avais pas vécu pleinement le moment. Complètement. Presque tu vois, parce que moi, j'ai un peu une autre lecture, tu vois, c'est marrant. J'ai fait un podcast avec Bruno Jouan, qui est le kiné du Stade Toulousain. Et Bruno, il me disait, quand je disais qu'est-ce qui fait la force du Stade Toulousain, il me disait, moi qui suis là depuis 10-15 ans, tu vois, c'est un ancien de la maison, il disait, je trouve ça assez dingue, le calme et la sérénité qui règne pendant les moments chauds, quand c'est vraiment chaud, la phase finale, que vraiment faut pas se rater. Et vu que tu as une culture de ces moments chauds depuis tout jeune, que tu as l'habitude de fréquenter ces moments, Stade de France, finale top 14, c'est quand même des moments, tu vois, qui te prennent. Il parle d'un moment où ils sont arrivés avec une demi-heure de retard au Stade de France, c'est ouf, hein, comme quoi ça arrive pas qu'à vous. Et ils disent, j'ai senti qu'il y avait rien qui avait bougé, c'était calme, c'était serein, c'était pas le feu, tu vois. Et j'ai l'impression que peut-être le CO, peut-être par manque d'habitude de ces moments-là, s'est mis un peu le feu en réaction. J'en sais rien, toi. Je sais, en vrai, je pourrais pas dire. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est arrivé au stade et ça les a pas plus perturbés que ça, tu vois. T'as peut-être un truc vrai, aussi de. J'aurais aimé que ça nous perturbe pas vraiment. Et d'ailleurs, je sais pas si ça nous a vraiment perturbé. Peut-être on serait arrivé à l'heure. Peut-être. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Peut-être on aurait fait le même truc. Tu vois, j'en sais rien. Mais voilà. Quelque chose de différent, tu vois. Je sais pas si on avait laissé notre saison à Nice quand on a gagné le stade, peut-être, tu vois. J'en sais rien. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est jamais passé, quoi, tu vois, presque. C'est bizarre. Enfin, c'est ouf. Et en plus, comme je dis, en plus, nous, on rentre. Il y a 20 points à remonter. Tu te dis, bon, allez, on va essayer, quoi, tu vois. Et en vrai, on fait une belle entrée et on se bat vraiment. Mais t'es trop loin, quoi. Tu vois, t'es trop loin. 10 plus 10, ça peut se gérer. Plus 20, c'est terminé. Trop loin. T'es trop loin. Et du coup... voilà. Et après, du coup, 6 mois après, malheureusement, Pierre-Henry qui arrive peut-être aussi sur une fin de cycle qui est beaucoup plus courte que les managers, peut-être. Un top 14 en particulier. Je vais vous dire ce qu'il laisse pas dire, c'est qu'en fait, Pierre-Henry Bourquin, c'est un mec qui est tellement passionné, mais c'est un dingue. Dingue dans le rugby, mais c'est un dingue aussi tout court. Moi, j'adorerais l'avoir sur le podcast parce que je pense que rentrer dans sa tête, ça doit être. Je pense que ça doit être intéressant. Et j'aimerais bien écouter le podcast en plus. Comme ça m'aiderait à comprendre des parties du mec aussi. Flo Vanderberg qui me disait, il m'appelait à 22h. Ouais, il nous envoyait des WhatsApp. Soit pousser une gueulante, soit dire c'était génial, ou dire t'as fait n'importe quoi, t'es une merde, qu'est-ce que tu fais, réveille-toi et tout. Tu fais waouh, ça va, c'est intense, quoi. Je pense que c'était un style de management qui marche fort, mais sur la durée, je sais pas. Mais par contre, vraiment, une fois de plus, moi j'ai adoré travailler avec lui sur l'aspect rugby, c'était incroyable. T'as pris et t'as appris. J'ai appris de ouf. J'ai appris de ouf. Et putain, en vrai, quel coach, hein. C'était intense. Intense, ouais. Vraiment, intense, c'est le mot. Intense. Et en fait, sa vie, c'était ça. Comme il te dit, il nous appelait. Lui, il appelait peut-être à 22h, mais tu vois, moi, il m'appelait pas, mais c'était des messages. Des messages après les matchs, des messages à 23h, des messages le dimanche. Toujours dans un truc. Bam, il te l'envoyait et tout. Mais en vrai. Il y a des mecs qui trouvaient ça abusé. Bien sûr. Mais moi, dans mon truc de rugbyman, je me dis... des fois, aussi, si je fais un match de merde, ça me faisait chier de recevoir un texto, évidemment. Mais quand tu fais un bon match et que le dimanche, il te dit... franchement, un super match, fais une bonne semaine, tu vas rejouer le week-end prochain et tout. En vrai, sur les retours... les retours de quelque forme qu'ils soient, on n'en a jamais assez, nous. Toujours besoin de retour. Et tu vois, c'est la limite entre... Toi, limite, c'est mieux ça
qu'un mec qui est pas vraiment qui te parle pas. authentique te dit rien ou que tu dis des choses à moitié ou que tu ressens bien qu'il te dit quelque chose, mais c'est ça que t'as pris sur le terrain. Au moins, c'est ce que je te dis. Moi, quand j'étais un peu frustré de pas commencer les matchs sur la fin de saison, on a eu un entretien où je lui ai demandé, pourquoi je commence pas les matchs, et il a été très direct, presque brutal, tu vois. Et pourquoi là c'était des trucs je sais plus, c'était en mode que la touche ça allait pas trop, qu'il me manquait un truc à le ballon. Enfin, j'ai plus les trucs exacts, je me souviens juste que ça avait été très brutal et que j'étais pas prêt. Enfin, tu vois, je connaissais le mec, mais j'étais pas trop prêt à ça. Et en fait, j'ai fait ah ouais, ok. Mais tu vois ça, une fois ça digéré, je savais que sa décision à lui c'était comme ça, et que maintenant il fallait juste que j'accepte mon rôle, et elle était argumentée, et c'était ses choix à lui et ses arguments, que je les comprenne ou que je les comprenne pas, à la limite on s'en fout, mais au moins il m'avait expliqué pourquoi, et il m'avait expliqué que ça changerait pas jusqu'à la fin de saison. Donc moi, je savais que c'était clair, et mon job, à partir de ce moment-là, c'était d'être le meilleur remplaçant possible. Et ça m'a permis de trouver la place qui était la mienne à ce moment-là dans l'équipe, et d'essayer d'être le meilleur à cette place-là. C'est quoi j'ai bossé en Nouvelle-Zélande pour les Magpies, je sais pas si tu vois, c'est en NPC, c'est juste en dessous du Super Rugby, Hawke's Bay, et en fait là-bas ils avaient des trucs très très clairs. Moi ça m'avait toujours étonné. Ils mettaient les joueurs dans des sas. T'avais bien sûr les leaders, mais ensuite t'avais ils appelaient ça, c'était un peu NFL, c'est chasers, dans les mecs qui sont à la chasse, qui sont pas loin, qui sont pas dans le tas, toi, les soldats, il y avait tout ça. Et en fait ils disaient devant tout le monde, je crois tous les mois ou tous les 2 mois, désolé mais t'as pas performé sur le tableau, tiens, t'es dans le groupe pendant des chasers, t'étais plus un membre, tu vois, où t'as ta place de base, etc. Et je me disais, waouh, c'est dur quand même dans tout le monde et tout, mais en même temps c'était clair, net, précis, chacun avait son rôle, et c'est plus simple en fait de trouver sa place. Honnêtement, moi c'est un des mecs avec des réactions qui ont été positives ou négatives, tu vois, mais c'est un des mecs avec qui j'ai plus appris sur déjà le rugby pur et dur, mais aussi la vie d'une équipe, tu vois, ta place dans l'équipe. Il m'a mis dans des positions où sur mon parcours de progression, j'avais jamais été, quoi, au final, tu vois. Il m'a permis aussi de jouer 8 en pro, truc que j'avais fait 2-3 fois, et où je jouais 8 en jeune aussi, tu vois, mais j'avais vraiment jamais joué 8 en pro. Donc il m'a fait développer des trucs que potentiellement peut-être j'aurais jamais développé avec un autre coach, quoi. Donc en vrai, super collaboration avec lui, et voilà, bon, c'est terminé comme c'est terminé. C'est regrettable parce qu'au final, nous, en 3 ans, presque, on a passé 3 coachs, tu vois, entre Mauricio, lui, et Jérémy Davinson, tu vois. Donc pour la stabilité et tu vois la vie de l'équipe, c'est jamais simple, quoi. Surtout pour le CO, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout pour le CO, où on a rencontré tout le monde aujourd'hui. Le kiné, il a depuis 10 ans. C'est ça. Celui qui s'occupe... comment il s'appelle ? L'ancien. Comment vous l'appelez ? Pac. Voilà, ça. Pac, 83 ans, il est là depuis 25 ans. Tous les mecs du staff, Marc-Antoine Rallier, il est là depuis... je sais pas. C'est ça, Dums, Kaba, Cuts, t'as tout le monde. Tu peux pas avoir toutes des fondations qui sont là, et que la tête de proue du bateau, c'est un mec qui reste 6 mois et qui se barre. Tu vois, tu peux pas construire là-dessus. Surtout que nous, on a besoin de mecs qui portent un projet et qui façonnent un peu, notamment la formation autour de leur projet, pour pouvoir effectivement faire entrer des mecs avec les pros, tu vois. Et je pense, voilà, on a passé une période un peu compliquée, à ce moment-là, de changer. Des périodes très hautes, tu vois, que tu parles de 2022, honnêtement, je sais pas si je revivrai une saison comme ça ici, j'espère, mais je sais pas si je revivrai une saison comme ça, et des périodes très basses où on bataillait pour le maintien, notamment avec Mauricio, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, et on parlait de Jérémy Davidson, on viendra sur Xavier Sadrouni juste après, qui a repris. Je trouve qu'elle était un peu compliquée cette phase pour toi aussi, qui jouait du coup un peu moins avec Jérémy Davidson. Qu'est-ce que tu penses qu'il a pas pris avec Jérémy, et qu'est-ce que Xavier juste après a amené de manière assez, j'ai l'impression, naturelle. Sauf que Xavier était déjà là en fait. Avec Jérémy, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'avec Jérémy je jouais. C'était j'ai toujours mais j'ai toujours plus ou moins joué. C'était juste que des fois je jouais remplaçant ou pas, quoi. Mais non, je sais pas. C'est difficile à dire en fait. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Ma lecture, sans être du tout dedans, j'étais venu en 2023.
C'est ça, ouais. Fin de saison enregistré avec Romain Tellet, il était déjà là. Je trouvais un management assez à l'ancienne, tu vois, un peu old school et complètement. tout. Complètement. Très old school. Complètement. Très, voilà, un mec qui est là, qui on va leur taper sur la gueule. C'est ça, voilà. Et, enfin, voilà. Et Xavier, il apporte quelque chose de complètement nouveau. Il a beaucoup entraîné les jeunes aussi à l'ASM. Il a l'école de Azema à l'ASM. Enfin, c'est quelque chose d'assez porté sur le jeu, porté sur le management un peu. Après, il nous a beaucoup aidé à la reprise. Tu vois, quand Pierre-Henri est parti, où ça allait mal aussi au final, parce qu'on était, je crois, quand il part, on est 11e ou un truc comme ça. Et quand Jérémy arrive, c'est bizarre. Moi, je pensais pas que changer Pierre-Henri à ce moment-là, je savais pas si c'était... Honnêtement, je pensais pas que c'était une bonne idée, parce que je voyais les qualités du coach, et je me suis dit, écoute, peut-être ça va rebondir, tu vois, parce que sur le jeu, on n'a pas réellement changé depuis l'année d'avant, tu vois. Et en fait, le changement qui a été initié, ça a apporté un truc beaucoup plus simple, tu vois. Comme tu dis, avec un management et un jeu un peu plus, pas restrictif, mais avec moins de complexité, et un discours plus direct, quoi. Donc sur les 6 derniers mois, je crois qu'on fait plutôt une bonne fin de saison. Et c'est vrai, après l'arrivée de Xavier nous fait quand même énormément de bien. T'as loué ses qualités, mais honnêtement, il tire beaucoup sur la performance, et c'est ce qui nous intéresse, quoi. Ouais. Ce qu'il a fait ce matin en vidéo, là, j'avais quasiment jamais vu ça en termes de retour. Ouais. T'avais déjà souvent vécu ça? Du coup, ça fait un petit moment que je l'ai, mais je trouve ça incroyable. En fait, il a pas parlé, il avait foutu dans le noir, et il a mis... Vous venez de vous prendre 50 points face au bébé, mais en même temps, vous en avez mis 36. Je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui en ont mis 36, tu vois, à Chaban. Ouais. Et vous êtes sur une dynamique de ouf, là. Vous avez battu le Munster à l'extérieur, l'Aviron à l'extérieur. Plutôt que vous enterrer, il vous met toutes les séquences offensives positives face à l'UBB, sans dire un mot. Ça dure 10 minutes, tout ça dans le noir. Enfin, j'ai trouvé ça, au niveau du management, très fort. Honnêtement, c'est un peu... je trouve qu'il a une bonne relation avec les joueurs. Tu l'as dit, avec son passage au centre de formation. Je pense en plus qu'il a eu un peu une fin compliquée, malheureusement, à l'ASM aussi. Mais je trouve que sur le relationnel, il gère plutôt bien c'est sa première expérience aussi, je crois, en tant que manager. Alors, il en avait une juste à la fin de sa carrière. Il avait basculé au Loup directement de joueur à entraîneur. Après, non, sinon, il avait été coach. Honnêtement, je trouve que... Voilà, parce qu'il y a beaucoup de mecs actuellement qui ont, je pense, un rôle, une fiche de poste de manager, mais qui ont vraiment un rôle de head coach. Ouais. Et je trouve que lui, pour le coup, c'est un head coach forcément, parce qu'il est très fort sur le jeu. Mais je trouve qu'il a plutôt un bon relationnel, et il se soucie vraiment des mecs. Tu vois, plus que des joueurs, il se soucie vraiment de l'état des mecs. Comment vont les mecs? Comment est-ce qu'ici y a un mec dans le dur, il n'hésite pas à aller le voir. Enfin, tu vois, c'est des infos qu'il aime bien avoir pour pouvoir agir et garder un groupe heureux, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Tu vois, c'est trop marrant. Il m'a dit que je lui ai demandé c'est quoi ses influences avec Vern Cotter et Franck Azema, il m'a dit Vern Cotter, il savait lire son équipe, et du coup savoir quand est-ce qu'il fallait la pousser, savoir quand il fallait les laisser tranquilles, tu vois, jouer avec tout ça, tu vois, tout au long de la saison. Et là, j'ai l'impression qu'il insiste parce qu'il y a une bonne dynamique, il veut absolument que vous la gardiez, tu vois. Donc il a dit, et en même temps de Franck Azema, je garde le fait qu'il était ultra proche de ses joueurs, ultra bienveillant, et tu vois, c'est marrant, c'est ce que tu me décris finalement. Un peu les deux, c'est ouf, hein. Donc il est droit dans ses bottes. Et surtout que le jeu du CO, je trouve s'en ressent là. J'ai l'impression de voir l'ASM des belles années 2000, là, vous avez marqué c'est en première main. Structure c'est ça, c'est trop un peu. Et c'est en première main face à l'UBB, c'est marrant. Hein. Après, on a des mecs derrière qui sont quand même en canne. Hein. Et là, il y a eu un déclic qui a été fait. Julien Dumouriez me disait depuis à peu près Édimbourg, où vraiment ça joue, là, ça se trouve, c'est intéressant. Là, je trouve qu'il se passe quelque chose dans cette équipe, non? Ouais, écoute, de l'intérieur, c'est un peu difficile à dire, mais en tout cas, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une vraie émulation, et il y a une vraie envie déjà d'être ensemble et de jouer ensemble. Et j'ai vraiment l'impression que tellement. Tu vois, comme il y a comme j'ai pu connaître à certaines années, quand un mec fait une erreur ou ci ou ça, on est tous là à dire vas-y, fais chier, t'as fait de la merde, tu vois, et tout.
Nous, là, on est vraiment dans un truc d'essayer d'être la meilleure équipe possible, d'être le meilleur collectif possible et de battre les mecs en équipe. Et du coup, on sait que si on veut être la meilleure équipe possible, il faut qu'on soit le plus ensemble possible et essayer de tirer tout le monde vers le haut et pas se tirer dessus, on travaille ensemble. Et je trouve, c'est vraiment ce que je sens aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression qu'on a envie d'être la meilleure équipe possible et pas d'être le meilleur joueur possible. C'est quand même deux trucs différents. Hein. Oui, complètement. Et voilà, je trouve que du coup, tant que ça dure comme ça, on sera plutôt dans le bon sens. Oui, je crois. Et il a raison, Xavier, quand ce matin il dit on commence à être un petit peu craint. Les équipes savent qu'on peut à la fois envoyer du jeu, à la fois être costaud devant. Et déjà ça là, tu te dis, oh tiens, ça commence à prendre quand les équipes commencent à se c'est sûr. Après, il faut gagner les matchs. Ça, c'est le top 14. Il faut gagner les matchs. T'en perds 2, t'es 12e. Donc c'est ça. Donc c'est bien d'être craint, mais si on peut commencer à regagner un peu, c'est bien. T'as re-signé à Castres jusqu'en 2027. Ouais. Je crois que savoir qu'il y a eu une vraie réflexion quand t'as re-signé 3 ans, c'était en 2024. C'est ça, en fait. C'était exact. C'était la période avec Pierre-Henri, en fait. C'était la même période, si tu veux. Et t'as eu une vraie réflexion là-dessus, sur rester ou partir du CO. Tu nous emmènes là-dedans? Ouais, je peux vous dire. Il y a plusieurs étapes. Ouais. En fait, la toute première, je crois que personne n'avait su, mais en fait, j'avais failli partir. J'avais re-signé 3 ans. Je fais 1 année. Et j'avais failli partir à l'issue de cette année, donc casser mes 2 années de contrat pour partir à Bordeaux pour rejoindre Christophe. En fait, il m'appelle. Quand il est à l'UBB là. Ouais, c'est ça. Saison de Covid, quand il marche sur l'eau là et tout. Je sais plus quand exactement. L'année, je sais plus. Mais c'était genre 10 jours avant la reprise à Castres. Il m'appelle, je pars un agent avec qui je bossais et tout, on s'appelle, il me dit qu'il avait besoin. Moi, j'étais chaud de le retrouver, quoi, parce que tu vois les bons souvenirs et tout. Et en fait, je dis à Castres que je veux y aller. En fait, ça se fait pas. Et du coup, après, je reste à Castres. Et du coup, on refait l'année. L'année d'après, là, par contre, c'était sorti pas mal sur les médias et tout. Je demande un genre de période. Je sais pas si tu sais au rugby, mais en gros, tant que t'es pas en fin de contrat, plus ou moins, t'as pas trop droit de. Bien sûr. Maintenant, ça se fait de plus en plus. Voilà. Les équipes qui recrutent commencent à racheter les années de contrat qu'il faut, mais au rugby, quand même, généralement, tu vas au bout de ton c'est contrat. Ça, ou t'attends d'être dans ton année de fin de contrat pour aller voir d'autres clubs, etc. Et moi, si tu veux, je demande au président, par principe, est-ce que tu peux me laisser 3-4 mois pour voir ce que je fais, parce que voilà, en fait, moi, j'avais une place que j'acceptais dans l'équipe, mais qui, moi, en tant que compétiteur, me convenait plus. Et je voulais que le bien pour l'équipe, et je savais que je voulais pas rentrer dans un truc de frustration et je voulais continuer à progresser. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va voir un peu ce qu'il y a ailleurs. Ou tu te satisfais d'un train-train ou t'es pas satisfait, mais bon, ça rentre. C'est ça. Et puis aussi, il y avait le truc aussi de se dire, moi, depuis mes 3 ans, je suis à Castres. J'ai tout fait à Castres. C'est cool, c'est génial, j'ai réussi à passer pro à Castres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je veux autre part ? Est-ce que je serais meilleur ailleurs ? Est-ce que je peux aller chercher d'autres compétences qui vont me faire progresser ailleurs ? Tu vois, il y avait aussi ce chemin-là. Et bref, du coup, les 3-4 mois se passent. À ce moment-là, moi, je voulais absolument partir à l'étranger. Ça, c'était le vrai truc. Je voulais partir à l'étranger, donc on a quelques contacts ici et là. Où ça, l'étranger, genre hémisphère sud ou non, en Angleterre, où moi, là-bas, je voulais beaucoup aller en Écosse. Donc on avait parlé un peu avec Edinburgh, ça aurait été incroyable. Mais bon, ça s'est pas fait, parce que je suis là. Et du coup, si tu veux, la deadline arrive où je dois donner une réponse au Prez. Et en fait, c'était en février, donc ça avait quand même avancé, mais pas assez. Si tu veux, pour que je dise je m'en vais ou pas. En même temps, ça commençait un peu moins à aller mieux ici. Et en fait, j'ai dit que j'allais au bout de mes années de contrat, quoi. Et du coup, l'année d'après, je re-signe 3 ans. Je crois que c'était sous Jérémy Davidson.
Pourquoi du coup tu re-signes finalement? Je re-signe parce qu'en fait j'arrive à... Je pense que tous ces trucs de questionnement, c'est un peu débile, mais en même temps, c'est une anecdote à la con, mais je te la racontais. En même temps, avec ma compagne, on se dit, vas-y, il nous reste, je sais pas, 1 an et demi, on va chercher une nouvelle maison. Moi, je suis installé à La Bruyère, donc village de mon enfance. On se dit, on va chercher une nouvelle maison. Et on cherche pendant 6 mois. Et quasi en même temps, je dois re-signer ou pas mon contrat. Et 2 mois avant, on avait visité, je sais pas, 5 ou 6 maisons. Et en fait, on se pose à la maison, on se dit, il y a des belles maisons, c'est vrai et tout. Et franchement, on est quand même bien ici. Et c'était le moment où, nous, on a 2 enfants, on voulait faire famille. Et du coup, on est quand même bien ici. Et en fait, c'est un peu la même réflexion que j'ai eue quand je re-signe, si tu veux. Je me suis dit, ok, j'avais eu des propositions. Et du coup, je regardais les propositions, je regardais les clubs et tout. Je me disais, putain, franchement, c'est bien là-bas. Tu regardais les maisons, tu regardais tout. mais on est quand même bien ici. Et il y avait un truc, moi, il y a 2 trucs qui m'ont fait 3 trucs même qui m'ont fait principalement rester. C'était le fait que le club restait ambitieux. Et ça, pour moi, c'était primordial dans ma décision. Je veux être dans un club qui prétend se qualifier tous les ans et qui prétend jouer le meilleur niveau possible. Le deuxième truc, c'était tout le staff médical et physique qui était à ce moment-là, je crois que c'était je crois que c'était Vincent Jacobi, Julien Rébérol et tout, avec qui, si tu veux, j'avais fait tout mon début de carrière. C'était encore eux. Et du coup, moi, je savais leur système, je savais que c'était un système qui me collait bien et où je pouvais encore performer. Donc moi, c'était une des raisons principales de ma signature. Et la dernière, c'est tout l'aspect qu'il y a autour du club qui, moi, m'excite beaucoup, qui est en fait de se dire, on est 11e budget ou 10e budget, mais on a envie de tirer la meilleure partie possible de ça et de performer au maximum. Le fait de se dire, en fait, si on gagne ou on se qualifie, nous, on le doit à personne. On est derrière tout le monde en termes de budget, mais on va quand même venir lutter avec vous, qui sont 5 ou 6 places devant nous en termes budget, salarié cap, tout ce que tu veux. Et ça, c'était vraiment une partie qui m'excitait de se dire, on va optimiser tout ce qu'on peut optimiser et tirer le plus possible de chaque mec. Goutte de ce qu'on peut optimiser. C'est ça. Ça m'excitait énormément. C'est très, très clair. La perf, la stabilité dans le staff. Et il y a encore à aller chercher. Du coup, la stabilité, malheureusement, c'était pas le cas, mais je veux dire la continuité continuité, tu vois, sur le staff physique et médical, qui moi c'était important pour moi parce que c'est quand même un levier important de la performance. Ça a été une des grosses raisons de ma re-signature. Et malheureusement, tu vois, je te dis ça. Maintenant Pierre est là et ça se passe très bien, mais il y a eu un changement, je crois 1 an et demi ou 2 ans après ma re-signature. Donc, en fait, les raisons pour lesquelles j'ai re-signé ont évolué, mais au final, ça se passe quand même bien. Ça se passe quand même bien actuellement aussi. Et ces réflexions, du coup, là, ça y est, tu les as faites et c'est bon, c'est terminé? Ou est-ce que aussi en 2027, tu as l'idée de te dire, ça me fait encore une fois penser. Je suis désolé, j'y reviens souvent à Lininouchi qui a re-signé au MHR. Il a dit, je suis désolé, je sais que j'ai envie de goûter à autre chose. Je sais, je viens de là, j'ai été formé là, j'ai besoin et j'ai envie de le faire. Pas maintenant, parce que je sens que mon histoire, elle n'est pas finie avec la MHR, mais il était ultra honnête. Je trouvais ça génial, tu vois, transparence totale. J'ai envie il sait que Toulon est intéressé. Lui, il a une histoire familiale avec son père à Toulon. Il a dit, je pense que j'irai avec un public un peu fou, avec de l'intensité, quoi. J'irai chercher ça, mais je re-signe 3 ans parce que j'ai envie d'aller au bout de mon histoire avec la MHR et ensuite, je vais aller voir. T'es un peu dans cette optique-là ou toi, c'est plutôt l'autre optique de dire, non, c'est bon, j'ai choisi cette stabilité et j'y vais jusqu'au bout. Ou alors tu te laisses la porte ouverte vu que c'est dans le temps. En vrai, c'est difficile à dire parce que c'est difficile à te donner une réponse en soit noir soit blanc parce que ça dépend de beaucoup de contextes ou d'options différentes, mais en tout cas dans l'état actuel des choses, moi je vois une équipe jeune avec des mecs très performants, avec un recrutement qui va être encore annoncé, je pense, parce qu'on quand même beaucoup de copains qui partent aussi
Ça m'attriste un peu, mais c'est la loi du sport malheureusement. Avec un recrutement là, ils viennent d'annoncer Dalton Papali. Enfin, t'as quand même des jolis noms. En tout cas, dans ce chemin-là, le Castres Olympique, c'est une équipe avec laquelle j'ai envie de jouer, j'ai envie de performer, tu vois. Mais 2027, c'est dans un an et demi. On vient de passer 3 ans, enfin 4 ans. Peu compliqué. Tu vois, comme ça, j'espère qu'on tient le bon bout parce que ça se passe bien et je pense que tout le monde a envie de bosser ensemble, tout le monde a envie de bosser avec Xavier et avec le staff actuel. Donc voilà, dans cette disposition-là, moi, si jamais je venais à rester, je serais très heureux de continuer ici. Après, je vais pas te faire de langue de bois. Moi, un de mes rêves, ça a toujours été de voir une possibilité à l'étranger. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Je pense que je vais avoir de moins en moins aussi de fenêtres de tir, tu vois, sur les prochaines années. Donc, je sais pas comment ça se goupillera. Mais je trouve qu'en tout cas, le chemin que prend le club donne envie aux mecs de rester, quoi, tu vois. De rester, ou même à d'autres de venir, quoi. Ouais, bien sûr. Tout là, avec un nouveau centre d'entraînement qui devrait voir le jour. C'est ça. Donc, voilà. Moi, je suis ouvert à tout et je serai très heureux, quoi qu'il se passe. Je trouve déjà, je suis vraiment chanceux de faire la carrière que je fais. Donc, on va quand même faire une petite parenthèse skills. Parce que vraiment, ça m'intéresse. Vas-y. Tu peux jouer 6, tu peux jouer 7. T'es plutôt 6 finalement quand Mathieu Babillot est pas là. Et plus un numéro dans le dos après. Plus 7 quand t'es là. Ouais. Ton activité, elle est zinzin. J'ai fait un peu mes recherches. Là, il y a eu un match de Coupe d'Europe, je crois que c'est contre Édimbourg, contre Basse, où tu fais 20 plaquages, dont 19 réussis, 6 contests, 5 contre ruck. Les gens ne se rendent pas trop compte, mais c'est des stats énormes. Et du coup, j'ai regardé un peu les plaquages sur toutes les années. En 2023, la saison 2022-2023, t'es 12e meilleur plaqueur du championnat en termes de plaquage réussi. Tu t'en fais... Sur les 20 matchs, tu as fait 217 plaquages, 191 réussis. En gros, ça fait plus de 19 plaquages réussis par match avec 88% de réussite au plaquage. Ils sont franchement assez monstrueuses autour des 20 plaquages réussis. Enfin, c'est zinzin. Comment t'arrives à... Tu le disais, t'as pas le choix, tu dois être à 100% tout le temps. Avec ça, du coup, ça demande un niveau d'exigence physique qui doit être fort. Comment t'arrives à répéter les efforts, à rester lucide, pas te mettre à la faute? C'est parce que t'en as qui font beaucoup de plaquages, mais aussi beaucoup de fautes. C'est quoi? C'est un énorme cardio, une énorme technique de plaquage pour laisser le moins d'influx? Ou c'est juste tu débranches le cerveau et tu plaques tout ce qui bouge pendant 80 minutes? Non, en tout cas sur la répétition des matchs, en fait on a mis plus ou moins avec les années forcément dans la salle, etc. J'essaie d'être assez régulier notamment sur tout ce qui est séance de muscu, renfort, etc. pour pouvoir enchaîner les matchs avec les kinés, avec les prépas. Et après tout autour j'ai quand même beaucoup de chance parce que, comme je t'ai dit, maintenant j'ai 2 enfants. Okay. Et on a mis quand même un point d'honneur à essayer de gérer au meilleur niveau possible tous les à côté. Donc la bouffe, le sommeil principalement, complémentation et tout ce qui est activité un peu annexe, quoi. Tu vois, j'ai beaucoup de chance. Moi, j'ai une femme qui est très dévouée et qui donne beaucoup pour notre famille. Donc tout ce qui est nuit, qui est compliqué parfois quand t'as des jeunes enfants. Ah bon? Moi, ça a été mes pires années rugby. Je viens de croire. Mes pires années. J'étais dans le sud-ouest sans famille, je jouais à Anglette. Le petit, il avait 3 mois, il dormait pas une minute de la nuit. J'étais arrière, je ratais tous mes ballons hauts, j'étais plus lucide, c'était un enfer. Écoute, moi j'ai beaucoup de chance parce que c'est des trucs que j'ai pas connus, c'est ma femme qui a fait les nuits, si tu veux. C'était d'un commun accord. Elle savait que voilà, si moi je voulais continuer à être heureux, à être bon au rugby, voilà, il fallait faire quelques compromis. Ça a été un compromis qui était assez gros et franchement je la remercie parce que ça m'a permis de pouvoir enchaîner. Après non, sur le terrain, c'était un truc que je regardais beaucoup au tout début de ma carrière, les stats. Nombre de plaquages, nombre de contests. Avec Joe et Lab, on avait aussi le nombre de fois où l'arbitre te disait lâcher.
Tu vois, quand tu vas sur un ruck et qu'il te dit non, pas là. En fait, quand il te dit non, pas là, le ballon est déjà ralenti. Du coup, on comptait tous ces trucs et on avait, tu vois, ce genre de jeu, etc. C'était un truc que je regardais beaucoup. Pour ralentir, pour que les gens comprennent. Même si tu ne vas pas jusque la faute, si tu ralentis la balle, ça laisse le temps à la défense de se replacer, tu permets Avant, c'était différent encore, parce qu'en fait, avant, c'était un peu plus permissif sur le grattage, et c'était vraiment une bataille de celui qui reste sur le ruck à gagner. Maintenant, c'est un peu plus arbitré, un peu plus différent, mais il y a des mecs qui font toujours ça, qui viennent gratter au-dessus, tu vois, Enfin bref, on comptait beaucoup ça, moi je comptais beaucoup les plaquages. Aujourd'hui, c'est une stat que je regarde beaucoup moins, parce que ça dépend de 1000 facteurs du match, ça dépend de ta position dans la ligne, ça dépend de beaucoup de trucs. Par contre, ce que j'aime regarder, c'est l'efficacité, c'est de savoir, ok, disons, j'ai tenté 20 plaquages, j'en ai fait 18. Est-ce que j'ai raté les deux parce que je les ai vraiment ratés, ou est-ce que j'ai raté les deux parce que je suis monté fort et qu'il a fait crochet inté et que du coup ça favorise notre défense? Enfin, je dézoome complètement ma performance. Tu mets du contexte à la data. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je trouve ça, enfin, en tout cas, à mon poste, ça a beaucoup plus de sens. Tellement. Parce que il y a des actions que je vais faire où je sais pertinemment, par exemple, sur un plaquage, que je vais pas plaquer le mec. Mais si je monte pas de telle ou telle manière. Ta présence fait que. Ouais. C'est ça. Il va me sentir et peut-être qu'il va faire crochet inté. Et du coup, dans le collectif, ça sera mieux que si je l'avais plaqué presque, quoi, tu vois. Tellement. Et j'ai une image là de François Cros qui fait un effort, je sais pas, c'est le 8e ou 9e temps de jeu contre l'Irlande. Il arrive, il fait l'effort, et du coup le mec lui met un crochet inté, mais en fait, du coup, il plaquage manqué. Ouais. Et du coup, en fait, s'il fait pas l'effort de faire un sprint de 50 mètres à la 60e sur la 20e phase de jeu, en fait, il est juste pas là et le mec va marquer et tout. C'est ça. Donc il se prend le crochet inté, mais du coup, il est plaqué par le mec le -1. Enfin, tu vois, c'est ce genre de contexte. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et j'ai beaucoup développé ça avec Joe, enfin avec la vision de Joe sur la défense, parce qu'on parle des stats, c'est beaucoup des stats défensifs quand même, hein, mais de Joe Worsley, qui est un coach de défense incroyable, et si tu veux, c'était vraiment cadré, où en gros tout le monde regardait le ballon, t'avais ta zone, etc. Donc c'était une type de défense que moi je pratiquais pas vraiment, et qui nous a amené à pratiquer, et qui m'a fait vraiment dézoomer sur le fait de me dire, ok, moi mon rôle c'est d'être telle ou telle position dans la ligne, et en fait mon rôle c'est juste que les mecs ils viennent pas dans ma zone. Donc si je dois louper un plaquage, c'est la vie, il vaut mieux pas que je loupe. Si je dois le faire, je le fais, mais il y a plein d'actions où je vais monter et où ça me marquera sur la stat plaquage manqué, mais où je sais que moi c'est pas un plaquage manqué. Et ça. Pareil sur les contests, ben voilà, forcément si tu fais 100%, tu rentres dans un ruck, tu grattes le ballon, tu fais ça 5 fois dans le match, tout le monde va t'applaudir. Mais pareil, si tu as fait 8 rucks et que tu en as ralenti 8 en gagnant 4 fois le ballon et en ne gagnant pas le ballon 4 fois, ben, tu auras 50% de réussite sur la data, mais potentiellement tu auras 100% de l'objectif rempli. Tu vois, c'est des trucs que j'essaye un peu de dézoomer, quoi, tu vois. C'est de dire, ok, si je joue que pour la data, ben, potentiellement je serais beaucoup moins utile à l'équipe. Collectivement, ouais. C'est ça. Tellement. Parce que je peux aussi, pareil, je peux porter 15 ballons, faire 1 mètre avec le ballon. À chaque voilà, fois, c'est ça, aller tu passer vois. Devant le mec, et à la fin, j'aurai ma médaille parce que je suis le meilleur porteur de ballon, ou je suis le mec qui a fait le plus de plaquages, tu vois. Est-ce que ce serait pas aussi ce qui fait la force du CO finalement, que t'aies des mecs qui sont capables de se ranger dans l'ombre. Je reprends l'exemple de Flo parce qu'il était criant, il me disait en fait des fois je fais des matchs où je touche pas un ballon, mais parce que je sais qu'à côté de moi il y a Léoné et que lui il peut pas être dans tous les rucks à nettoyer, etc. parce qu'il faut qu'il soit libre pour faire ses offloads, etc. Ouais, c'est ça. Donc je m'efface complètement. Et par contre, si j'ai un beaucoup plus porteur, un Paul Gidrasiak, tu vois, par exemple, là, je vais être beaucoup plus porteur, je vais m'amuser. Et en fait, cette espèce de enlever son ego, le collectif a besoin de ça. Le meilleur mec à la meilleure place. Ouais. En fait, c'est ce qu'on essaye de dire, quoi, tu vois. Et moi, j'ai aucun problème, pareil que Flo, tu vois. S'il y a Abraham Papali, vas-y mon poulet, prends les ballons, t'inquiète, moi je ferai les rucks, quoi, tu vois. C'est vraiment le truc de se dire, c'est ça, pour moi c'est ça, le meilleur mec à la meilleure place, mais toujours dans le but en fait d'optimiser nos
nos compétences, tu vois, et d'être la meilleure équipe possible. Parce qu'au final, c'est ça qui compte. C'est d'être, si tu veux gagner les matchs, il faut que tu sois la meilleure équipe possible. Et du coup, c'est pour ça que je te dis que je dézoome pas mal, forcément. Je vais pas te dire que ma mère est ravie quand elle voit un article sur le middle et qu'il y a marqué Baptiste a fait 25 plaquages. Et je suis content qu'elle soit contente. Mais moi, ça veut pas être un marqueur de ma performance, quoi, tu vois. Voilà, s'il a fallu que je fasse 25 plaquages, c'est parce que j'ai eu 25 plaquages à faire. Et potentiellement, si le match d'après, j'en fais 5, et qu'on gagne, j'en ai strictement rien à faire. J'adore. Pour finir sur les skills, ça c'est ton X-factor à toi, ton volume défensif, offensif, dans les rucks, plaquages, etc. On en a parlé. Est-ce que tu as l'envie, soit de rester focus là-dessus, ou tu as aussi envie de développer d'autres facettes dans ton jeu, d'être un peu plus porteur, d'être un peu plus... c'est des envies aussi que tu as et tu travailles là-dessus aussi? Ouais, complètement. Mais aussi de se rendre un peu plus disponible parce qu'en fait, tu te rends compte que les qualités que tu as pour plaquer ou pour quoi que ce soit, c'est des qualités qu'il te faut pour porter le ballon. Tu vois, l'accélération, la prise d'espace, ton engagement dans l'espace et tout. Ça, c'est des trucs que en tout cas, sur les derniers matchs, notamment sur le dernier bloc, j'ai beaucoup plus montré. Parce que c'est des qualités que je sais que j'ai, mais que, en fait, le match me donne pas l'opportunité de montrer. Comme je te dis, si on a Abraham, si on a Flo, si on a Teddy Durant, si on a Léoné, si on a Tom Staniforce. C'est des porteurs. Et c'est ça, et moi potentiellement le meilleur rôle que je peux avoir quand ils sont sur le terrain, c'est peut-être que moi je fasse le ruck, parce que je sais que moi je ferais peut-être mieux le ruck que eux font le ruck, et tu vois, en fait c'est juste le meilleur mec au meilleur truc. Donc malheureusement, je pense que c'est un truc qui peut me desservir parce que les gens n'ont pas cette image de moi, mais simplement parce que je le fais pas en match. Mais je sais que sous tel ou tel contexte, s'il faut que je porte le ballon, je sais porter le ballon. Mais voilà, toujours dans le truc, je vais pas piquer la place d'un mec dans une cellule pour porter le ballon. S'il y a un mec qui est meilleur que moi pour porter le ballon, le but c'est de gagner le match, tu vois. C'est pas de montrer à tout le monde que je sais porter le ballon. Mais ouais, forcément. Enfin, moi, mes gros points forts, c'est le grattage, c'est l'activité et les phases arrêtées. Mon rôle de mêlée, c'est bizarre de dire mêlée quand t'es troisième ligne, mais c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment des points forts sur les conquêtes. Donc ouais, le reste, c'est des points au final, bien sûr que je dois développer, mais c'est des points en fait juste que les gens connaissent pas parce que j'exécute pas ça en match, quoi. Ouais, carrément. Et il faudra que si tu as l'opportunité, par contre, tu la saisis, c'est ta qualité de puncher, c'est ça, comme tu dis, juste proche de la ligne, là, tu peux les mettre dans les cellules, au profil de l'offensif. Voilà, tu vois, sur le dernier bloc, j'ai porté quelques ballons, mais en fait, les gens ont tellement l'image défensive, tu vois, qu'il n'y a pas pour changer retourner l'image. Même tes coéquipiers, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Tu vois, quand t'as un 9, maintenant, Santi, il a pris l'habitude. Il a les automatismes d'aller chercher les deux mecs. Bien sûr. Bien sûr. Ou là, sur la vidéo, tu voyais, c'était qui Baby qui passe devant. Baby qui passe devant, qui est au milieu de terrain, qui vient chercher. Tu vois, potentiellement, il passe pas devant. Tu m'aurais vu porter le ballon. Ça. Oui, en même temps, les neufs, ils ont l'habitude qu'il fasse ses courses rentrants parce qu'il a vu un truc. Et nous, on a l'habitude, si on le voit passer, de direct aller au rec. Tu vois, et c'est des mécanismes un peu. Donc, pour changer ça, en effet, ça doit être. Bien sûr. Mais tu vois, ça, c'est une évolution encore. Quand t'es dans l'ultra perf, tu vois, t'es plus dans les stats, tu vas au-delà. C'est presque, en fait, c'est plus une évolution d'image. C'est ça. Plus qu'une évolution de skills à proprement parler, quoi, tu vois. Et une évolution d'image auprès de tes coéquipiers et des habitudes de jeu. Et au final, de tous les gens qui vont regarder le match et des mecs, tu vois, au final, c'est juste ça. C'est marrant, hein. Ouais. En fait, demain, il y a 2 matchs, je pense, où par hasard, je me retrouve porteur sur des cellules et tout. Peut-être que les mecs, ils vont se dire, ah, mais putain, en fait... il s'est joué avec un rugby dans la main. C'est bête, mais c'est des trucs, c'est des images à changer. J'adore. Mathias Roland, le directeur du Castres Olympique, ancien joueur, ancien capitaine, il a créé en 2015 la cellule d'accompagnement d'après-carrière. Je trouve ça génial, je ne connaissais pas. En gros, il prépare tous les sportifs pro pour la suite. Le club pourrait s'en moquer complètement. Hop, vous n'êtes plus là, merci, au revoir. Ça montre déjà encore cette histoire de transmission. Toi, tu es en plein dedans. Tu viens de valider un diplôme en M2 de droit. Ouais.
juriste, je crois avoir lu, c'est ça? C'est son... Pour l'instant, je suis juriste, ouais, mais... Félicitations déjà. Merci. C'est quoi l'objectif, si on se projette à l'après? Parce que ça t'intéresse vraiment, ou t'as aucune idée, tu verras bien, ou tu sais que tu vas être juriste dans le milieu du sport? C'est complètement flou. En gros, j'ai attaqué mes études Moi, j'ai fait un bac S, et si tu veux, j'ai attaqué mes études en droit, parce que je savais pas quoi faire, et j'ai... Moi, je sais pas quoi faire, je fais pas d'études de droit. Mais je vais t'expliquer pourquoi. En fait, à l'époque, j'avais je crois que c'était mon ex-petite amie. Sa belle-mère était avocate et j'avais fait un genre d'immersion, tu vois. Et je m'étais dit, en vrai, vas-y, pourquoi pas. Je fonce en droit. Et du coup, j'étais à l'endroit. Dans une fac à taille humaine à Albi, là, et qui m'acceptait en tant que sportif de haut niveau, en décal, en rallonge, etc. Quoi. Trop bien. Et en fait, je me suis pris dans le truc, au départ, vraiment pour être avocat, très sérieux. Du coup, première année, deuxième année, troisième année, en 6 ans, du coup, c'est quand même assez long. Master 1, Master 2. Et je sais quand j'ai attaqué mon master, je savais déjà que le métier d'avocat passait, le barreau... le concours, tout ce qu'il faut faire pour être avocat, je le ferai pas pendant le rugby parce que ça demande quand même énormément de travail, mais je voulais quand même aller au bout de mon master pour me laisser l'opportunité à la fin de ma carrière, soit de faire un cabinet de conseil, ce qui est mon objectif actuel, donc un cabinet de conseil pour les entrepreneurs, notamment si tu veux dans le monde du rugby, on a pas mal de mecs qui à la fin de leur carrière montent leur boîte. Et sont souvent assez mal conseillés en termes juridiques. Ils sont souvent accompagnés d'experts comptables, etc. Mais pas de juristes purs, quoi, tu vois. Donc, on a ouvert notre cabinet, on a fait une SCI, une SCM. Au début, c'était tout géré par un expert comptable. Et après, on s'est dit, on commence à être dans des contrats, on est à plusieurs. Mais écoute, là, on va peut-être appeler un juriste quand même. On a eu une expérience comme ça. Nous, avec Antoine, Antoine Tichit, on avait racheté un bar en 2018 à Castres, et où ça s'était pas très bien passé. On avait revendu en 2020. Au moment où on a revendu, on s'est aperçu que en fait, c'est une bonne idée de prendre des avocats à la base quand tu ouvres ta boîte. Donc moi, ça m'a conforté dans l'idée, si tu veux, de foncer dans cette voie-là et de pouvoir potentiellement faire un métier ou pas, mais d'avoir cette option-là à la fin de ma carrière. Tout en me laissant aussi l'option, si je suis chaud, de passer soit le barreau, soit de faire ma thèse et de rentrer en école d'avocat en suivant. Donc le projet plan B, si tu veux, c'est ça. Donc ça, c'est en fond. Et après, le plan A, nous, avec, on fait quand même pas mal d'investissements, que ça soit immobilier ou sur des business à Castres, et on essaie de développer. L'idée, c'est que si ça se passe bien... je peux te dire, on fait de l'immobilier, on a acheté des immeubles, et là, très prochainement, on a un resto qui devrait ouvrir en juin 26 à Castres. L'idée, c'est un peu de développer un peu autour de ça. Ouais, je crois que avec ta femme, t'es un peu de la partie aussi. Mais, oui. Donc l'idée c'est de développer. Après à Castres où on verra où sont les opportunités après, mais l'idée c'était quand même de partir de notre ville à nous, parce qu'Antoine est de Gaillac, donc pas très loin. Et de voir ce qu'on peut faire déjà pour nous faire plaisir, les trucs qui nous plaisent, et en même temps essayer de dynamiser un peu la ville qui en a besoin, quoi. Incroyable, j'adore. Voilà. Si ça marche, c'est le plan A. Si ça marche moyennasse, je ferai soit avocat, soit cabinet de conseil, mais on en est loin encore. J'ai encore un peu de rugby. Exactement. Toute dernière question. Ta bio Instagram est marquée en quête de performance et d'équilibre. Ouais. Et tu vois, en fait, ça va pas ensemble. Ouais. Pas du tout. On parlait de Pierre-Henri Broncan là. Il est perf à fond, il n'y a aucun équilibre, tu vois. Toi, j'ai l'impression que tu le cherches quand même, tu vois, avec ces études de droit, où même si ça va te changer de milieu, changer de contexte, changer de personne, tu vas faire un bar, tu vas faire des invest, j'ai l'impression que tu es intéressé de manière globale par à peu près tout. Assez ouvert aussi avec les gens, tu vois. On a pu discuter avant. Comment tu gères ça? Parce que ça va pas ensemble, quoi. En fait, j'essaye de juste profiter du truc. Enfin, c'est pas profiter de ma situation, mais je veux dire profiter du moment que je passe, profiter de... Peut-être c'est un truc que j'aurais pas réalisé plus jeune, mais je me dis, attends, t'as l'opportunité de faire un sport qui est incroyable, dans un contexte qui est incroyable. On joue devant... au minimum 15 000 personnes tous les week-ends. Maintenant, j'ai 2 enfants.
Le plus grand, il a 3 ans et demi, il commence un peu à réaliser. Donc j'ai la chance aussi qu'il me voit jouer. Je sais que c'est un contexte hyper privilégié où je peux donner le meilleur de moi-même, dans un esprit aussi, tu vois, de compétitivité, de combativité qui me plaît. Et je me dis, que voilà, j'ai une chance énorme de pouvoir penser, en fait, qu'à être bon au rugby et de chercher l'équilibre en étant connecté un peu avec tout ce qui se passe autour. Ouais. J'essaye, tu vois, de prendre un peu de recul en me disant, attends, c'est quand même notre métier, c'est ouf. Tu vois, notre métier, c'est principalement, c'est gagner les matchs, être bon sur le terrain. Mais une fois que t'as coché un peu la case, que tu dois recoucher quand même toutes les semaines. Je veux dire, une fois que t'as coché, voilà. Plus les entraînements, enfin, il y a quand même beaucoup de trucs dans le process de la victoire, tu vois. Mais une fois que t'as passé tout ça, la vie, elle est ouf, tu vois. Elle est ouf. Nous, on bouge tous les week-ends. Et c'est ouf que tu t'en rendes compte, tu vois, parce que même, c'est notre discussion avec Milan, là, et, c'est pour ça que je te la pose aussi. On a parlé d'équilibre, la performance, tu vois, jusqu'à où tu pousses. C'est dans tous les secteurs de la vie, finalement, tu vois. Et même dans le rugby. Alors, moi, j'ai vu que le rugby pro, c'était la fin d'une élite, c'était 3e div, toi, donc c'est à courte échelle, mais. Et toi, c'est pareil, tu te lasses de tout presque, tu vois, c'est le train-train, tiens, on va sortir d'entraînement, le Vézou, tiens, on va bouffer la même chose à midi. Mais en fait, c'est déjà exceptionnel tout ce qui se passe, tous les gens qui passent autour de toi. Et d'en avoir conscience, et tu vois, et de sortir de ça pour s'en rendre encore plus conscience, enfin, je trouve ça. Après, nous, en tout cas, moi, et peut-être même Antoine aussi, on a eu la chance quand même de par aussi, voilà, les investissements qu'on a fait, mais. De sortir un peu de cette bulle du rugby et de voir des vrais mecs, des artisans. Qui galèrent. Ouais, ou même qui marchent bien. Oui, ou même qui marchent bien. Mais le mec, il est... quand c'est en août, c'est cool, mais quand c'est en janvier et qu'il est sur les chantiers... c'est moins drôle. Il y a personne qui l'applaudit, quoi, tu vois. Quand il fait le cul sur la charpente, tu vois, donc... c'est hyper bateau ce qu'on parle là, tu vois, c'est nous on a de la chance de jouer au rugby. Oui, on a de la chance de jouer au rugby et aussi en même temps on a travaillé pour, tu vois, mais c'est le truc de se dire attends, c'est ouf. Et c'est pour ça que je pense que ma bio elle est peut-être pas correcte parce que je suis peut-être plus en quête d'équilibre que de performance parce que je suis quand même un mec un peu excessif dans le travail. Très excessif même peut-être et le fait, tu vois, je sais pas, c'était peut-être depuis que j'ai les enfants, tu vois, de me dire attends, c'est dingue, le gamin, mon fils Jacques, ma fille Carmen, quand ils auront 15 ans, on aura des photos tous les 3, tu vois, au stade, potentiellement j'espère une photo au Stade de France aussi, ou dans d'autres stades après des victoires, quoi, tu vois, mais le truc de se dire attends, moi, à 18 ans, tu m'aurais dit déjà tu vas jouer en pro et tu vas toucher un SMIC. J'aurais signé direct, tu vois. Mais là, on est pro, on gagne bien notre vie dans une ville où la ville vit pour ça. Avec désormais, j'ai une famille, avec une maison. Enfin, tu vois, c'est des trucs hyper bateaux, des cases que t'es censé cocher à un moment donné dans ta vie, tu vois. Mais tu te dis, waouh, attends. Là, c'est le bonheur simple, tu vois, le plaisir simple, et en fait, juste de te dire, ok, maintenant, tout va bien dans ma vie, je suis heureux, mon but, c'est de gagner les matchs, tu vois. Et tu vois, après, Vincent Clerc, il me disait en off hier, quand j'ai eu mes enfants et qu'ils ont commencé à grandir et que je sais pas si du temps avec eux, j'ai remis les choses un peu dans leur contexte et dans l'ordre de priorité en fait auquel tu mets. J'ai dit attends, fini de faire la gueule pendant une semaine parce que j'ai pas été pris, parce que j'ai eu mal à la cheville quand je rentre à la maison et de bousiller la soirée de ma famille et de mes enfants, parce qu'en fait c'est cette espèce de prise de contexte. Je pense que les enfants ça aide énormément. Ça aide à ça, et peut-être qu'aussi tu parlais de ta bio en quête de performance et d'équilibre. Peut-être que la performance tu l'as peut-être aussi cochée. T'as couru après ça pendant très longtemps et très fort et très. Je pense que tu dois la cocher quand même. Un peu aussi. Un peu tout le temps. Un peu aussi, c'est clair. Et du coup, maintenant, on essaie de cocher l'équilibre, quoi. C'est un peu. Ouais. Mais je pense que ça aide beaucoup. Tu vois, l'aspect mental, honnêtement, te filer 1 heure dans la salle ou 1 heure sur le terrain, c'est facile. Enfin, tu te dis ça va être dur, je vais m'envoyer, et une fois que tu t'es mis ça dans la tête, c'est facile, mais répéter ça tous les week-ends, je pense qu'il te faut des sas quand même de décompression importants, quoi. Et
Et l'équilibre, moi, c'est plutôt ça, tu vois. C'est de réaliser qu'en fait, attends, c'est incroyable. On est sportif pro. Et en fait, notre job, c'est juste de retourner au combat toutes les semaines. Je trouve la balance, elle est hyper positive, tu vois. Tout ce que tu gagnes avec versus tu vois, les efforts, c'est dingue. Et ça te permet de faire les efforts que tu fais avec la banane et ça change tout, en fait. Complètement. Et vraiment profiter de ce truc d'équipe, tu vois. En fait, c'est ouf. On vit à 40 mecs. Dans la vie, ça n'existe pas. Au rugby, ça existe pas. Et c'est quand tu quittes le rugby que tu te rends compte à quel point c'était ouf. Ah ouais, et moi, franchement, là, avec les enfants, j'ai basculé un peu, et avec aussi tous les expériences qu'on a au rugby, j'ai un peu retourné le truc et je me suis dit, attends, là, allez, si je joue j'espère jouer jusqu'à 40, le plus longtemps possible. Et je me dis, en fait, moi, ce que j'ai envie de vivre, c'est une vraie aventure, quoi, tu vois, c'est vraiment me faire des amis qui durent, vraiment avoir une vraie expérience humaine. Et je pense que forcément, tu le construis beaucoup plus facilement dans la victoire et dans la performance. Et tout est lié. Mais moi, ce que je recherche, c'est vraiment une vraie histoire. Ouais, j'adore. On finit là-dessus. J'adore, c'est parfait. La question classique pour terminer, c'est un invité que tu aimerais bien voir sur ce podcast, à qui ça serait intéressant, tu vois, d'aller creuser un peu, qui a des choses intéressantes à dire, une vision intéressante. Pas du CO, désolé, sinon on va m'accuser de favoritisme, là, il va falloir que je m'en aille du Levezou. Tu peux prendre le temps de réfléchir un peu. Que tu connais pas, juste francophone quand même. Francophone, parce que tu parles pas anglais. Si, je parle anglais. C'est les auditeurs qui parlent pas anglais. Si, je parle anglais. Ouais, c'est un peu dur. Non, mais on a parlé de pas mal de mecs, mais t'as eu Christophe déjà ? Christophe. Urios ? Non, j'ai pas eu Christophe. En vrai, je pense que ça peut être intéressant. Ah oui. En termes d'intensité, lui, c'est pas mal aussi. Ouais. Christophe, ça peut être pas mal. Je pense que t'auras une vision rugby. Je sais pas si t'as eu déjà. Ouais. Enfin, un peu identique. Ouais, carrément. Et le plus, lui, c'est très process, des prétends de jeu très structurés. Tu sais déjà ce que tu vas faire ceci. Après, là, j'ai vu qu'il prenait des vacances médiatique, donc je sais pas si t'arriveras à la voir. Tu le ferais à son domaine musical. Ouais, intéressant. Ou tu peux avoir. Il y en a un qui serait bien. Benji Urdapilleta. J'ai eu. Tu l'as eu ? Ah, bah ouais. Quel zinzin incroyable. C'est la classe. Ouais, incroyable. Quel joueur. Quel tempérament. Incroyable. À la fois un poison, à la fois quel champion, J'ai jamais retrouvé un mec comme ça. Et là, il revient, ça fait 6 mois, il se la coule douce en Argentine, performe. J'ai jamais retrouvé un mec comme ça. C'est ouf. Et l'USAP, c'est son équipe déjà. Ah oui. Il emmène les 14 mecs. C'était écrit pour lui, franchement. Incroyable. Trop bien. Bon, merci. Je te remercie, Baptiste, c'était vraiment génial. Et bonne fin de saison. Ouais, c'est cool, merci. J'espère la qualif. Ouais. Et l'équilibre. Ciao. Ciao.